Vous, qui êtes assez fou pour oser me comprendre et saisir la portée de mes gestes, assez fou pour vous lever parmi les hommes et, parlant en mon nom, donner un sens à mes paroles. Vous savez, l'avocat doit s'investir tout entier dans ce qu'il fait. Il doit être profondément orgueilleux de sa fonction d'avocat et en même temps tellement modeste, car il connaît ses limites. Et si la conférence, mais là il faut un peu réfléchir à ce qu'elle nous a apporté, ne pas nous tenir à ce qui est immédiatement perceptible, nous apprend tout à la fois cette nécessité de convaincre et puis ce petit rien de recul, elle fait de nous des avocats à part entière. Je déclare ouverte la seconde séance du 3e tour du concours de la conférence. Nous avons aujourd'hui 2 sujets. Premier sujet, La conférence était, et elle doit l'être toujours, un concours extraordinaire dans la mesure où c'est la promotion qui va sortir qui juge la promotion qui va entrer. Et ainsi, elle permet une accession au sein même de la jeunesse de l'ordre, une accession précieuse et prometteuse. Et c'est pourquoi, en 1931, j'ai été secrétaire de la conférence. Les premières conférences des avocats à la Cour de Paris remontent à la seconde moitié du XVIIe siècle. Il s'agit d'assemblées traitant de problèmes professionnels. Cette espèce de conférence, dite de discipline, est considérée comme l'ancêtre de l'actuel Conseil de l'Ordre. Les jeunes avocats assistent à ces réunions fort réputées, mais sans pouvoir y participer. À la suite de plusieurs interruptions, les conférences réapparaissent officiellement 20 ans après la Révolution. Les jeunes avocats y complètent leur connaissance du droit et surtout apprennent à plaider. La conférence du stage, c'est d'abord un concours d'éloquence qui existe sous sa forme actuelle depuis 1818 et qui a permis de distinguer souvent les meilleurs d'entre nous. Il suffit de se rappeler qu'au XIXe siècle, Gambetta, par exemple, Ledru-Rollin ont été secrétaires de la conférence. Plus près de nous, Tardieu, Viviani, Mirand, Poincaré, et plus récemment encore, Jacques Isorni, Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Il y avait d'illustres confrères qui avaient été secrétaires de la conférence, à des rangs divers d'ailleurs. Ainsi, Laborie était furieux d'être second, et j'étais très heureux d'être 9e, car l'essentiel n'était pas tellement le rang que l'accession, et j'ai même quelquefois ajouté, ce qui ne m'a pas fait que des amis, qu'il arrivait que la vie rectifia le premier classement. Le concours de la conférence comporte 3 parties. L'ordre dans lequel les stagiaires, par série de 6 ou de 8, prennent la parole pour l'affirmative ou la négative est fixé par des tirages au sort. Pendant le premier tour, les sujets sont donnés 15 jours à l'avance. À la fin de l'épreuve, 36 orateurs sont retenus pour le deuxième tour, dit d'improvisation. Les concurrents, à qui le thème est communiqué lors de leur entrée en loge à 9 h, prennent la parole à 14 h. Les 24 meilleurs candidats participent au troisième tour, qui se déroule dans les mêmes conditions que le premier tour. 12 d'entre eux sont nommés secrétaires de la conférence. Substitués à ceux qui les ont élus, ils auront à choisir, au cours de l'année, la nouvelle promotion, laquelle, de la même façon, élira la suivante. C'est une profession égalitaire, une profession dans laquelle il n'y a pas de distinction, pas de hiérarchie, pas d'avancement, à la différence de ce qui existe dans la magistrature. C'est donc d'abord, je crois, un rite. C'est le concours d'éloquence, c'est ce qui paraît le plus logique compte tenu de la profession que l'on exerce. La conférence est un concours qui permet de désigner tous les ans 12 secrétaires qui sont indiscutablement les meilleurs, à la fois sur le plan de l'intelligence, de la culture et, disons, de la qualité. Réservé à de jeunes avocats qui doivent démontrer leur talent, leur personnalité, dans un minimum de temps, avec le maximum d'intelligence et de persuasion, car leurs juges, étant les secrétaires de la conférence de l'année précédente, représentent
une juridiction extrêmement sévère et difficile à aborder. Le jour du concours, le deuxième tour, j'en étais malade. Je ne dormis pas de la nuit. Rien n'est plus impressionnant que de prendre la parole à la conférence du stage. L'esprit critique des auditeurs, le jury solennel, distant, voire impénétrable, le bâtonnier qui préside, lointain et saturé, l'enjeu, ma timidité naturelle de ce temps-là, tout contribuait à mon état. Les 12 secrétaires exercent pendant un an des fonctions très déterminées, à la fois au niveau de la représentation du barreau auquel ils appartiennent, ainsi qu'au niveau de la mission de défense pénale qui est la leur. C'est notamment au secrétaire de la conférence que sont confiées les affaires les plus délicates sur le plan criminel. Nous vivons à l'heure actuelle une défense pénale de plus en plus collective, avec une trentaine d'avocats parisiens de permanence tous les jours pour assurer la défense des individus. Et il faut savoir que cette mission de défense pèse essentiellement sur les secrétaires de la conférence, qui sont de permanence tous les jours pour assurer justement cette défense pénale. Or, cette défense est tout à fait vitale, à la fois sur le plan des libertés publiques, sur le plan des droits de l'homme et sur le plan de la crédibilité de l'image de l'avocat, et par conséquent, la conférence a dans ce domaine un rôle tout à fait particulier. Vous savez ce que les secrétaires de la conférence font sur le plan de la défense pénale, des différentes permanences assurées à la demande du bâtonnier et pour faire face aux réformes législatives en cours et celles à venir. Eh bien, l'avocat de la conférence n'est plus ce qu'il était peut-être seulement au moment où j'ai été secrétaire de la conférence, un élément de représentation. Il est maintenant quelque chose de plus, il est un rouage fondamental dans l'exercice de la profession d'avocat telle que nous la concevons maintenant, c'est-à-dire cet exercice professionnel organisé par l'ordre pour répondre à des exigences auxquelles seul l'ordre peut faire face. Le bâtonnier réserve les commissions d'office criminel au secrétaire de la conférence. C'est donc une formidable occasion d'apprendre, et d'apprendre vite, en plaidant beaucoup des affaires parfois difficiles, souvent qui font trembler ceux qui en sont chargés, mais cette école d'éloquence est à mon avis irremplaçable au sein des stagiaires. La conférence du stage, ça représente effectivement la possibilité à un âge souvent jeune d'accéder dans une profession difficile à un niveau auquel on accède la plupart du temps beaucoup plus vieux. Ça permet d'avoir à 25 ans une vingtaine d'affaires criminelles. Peu d'avocats se trouvent dans cette situation-là. Donc c'est un tremplin, c'est une sorte de rampe de lancement, d'accélérateur dont on est ensuite libre de bien disposer ou au contraire de mal en disposer. J'étais alors premier secrétaire de la conférence et j'avais été traduit devant le tribunal correctionnel pour atteinte à la sûreté de l'État. J'avais fait une déclaration dont le ton avait surpris le président, qui me dit « Mais pourquoi parlez-vous ainsi ?» Et je lui avais répondu « Parce que je suis premier secrétaire de la conférence. » L'explication ne lui a pas semblé inadmissible et impertinente. En tout cas, le résultat, peut-être, c'est que j'ai été relaxé. Quand vous allez à une réunion d'anciens secrétaires de la conférence, vous y retrouvez à 90% les avocats qui comptent dans le palais de justice de Paris. Les effectifs de l'association des secrétaires sont toujours tournés autour de 500 ou autour de 600 sur un effectif d'avocats plaidants qui était de l'ordre de 1000. Cela représentait, vous le voyez, une très large majorité. La promotion de la conférence représente à l'étranger, vis-à-vis des autres jeunes barreaux, le barreau de Paris, et par conséquent est amené à avoir fréquemment avec la conférence des contacts, ne serait-ce qu'au niveau de cette mission de représentation à l'étranger, mission qui devient de plus en plus importante, puisqu'à l'heure actuelle, la mission internationale du barreau de Paris ne cesse de se développer, et par conséquent, le rôle international des secrétaires de la conférence ne cesse également de se développer. Ce n'est un secret pour personne que les droits de l'homme sont quotidiennement bafoués dans un nombre important de pays, et nous sommes donc amenés à envoyer des observateurs, des délégations pour essayer, dans la mesure du possible, de voir ce qui se passe et d'apporter le concours du barreau de Paris et des avocats parisiens.
Et je veux dire que dans ce domaine, les secrétaires de la conférence nous apportent un concours précieux, car ils sont nombreux à accepter des missions de cette nature et par conséquent d'accomplir à l'étranger des missions qui dépassent largement le cadre d'une simple représentation. Mais il s'agit de véritables missions pour le respect des droits de la défense et le respect des droits de l'homme. Et je crois que c'est un aspect de la conférence qui est trop souvent méconnu ou oublié. Et c'est la raison pour laquelle je suis heureux de pouvoir le rappeler. Ils sont comme des envoyés en mission par le bâtonnier. Or, cela ne se conçoit pas s'il n'y a pas entre le bâtonnier et les secrétaires de la conférence une totale entente et une complicité qui doit naître de rencontres fréquentes, amicales ou professionnelles. Le bâtonnier entretient nécessairement des relations particulières avec la conférence, d'abord parce qu'il préside le concours toutes les semaines. Donc le fait de revoir tous les 12 secrétaires toutes les semaines crée indiscutablement des liens. D'une façon quasi totale, les anciens bâtonniers de Paris ont tous été secrétaires de la conférence. Deuxièmement, le bâtonnier de Paris est entouré des 12 jeunes meilleurs de l'année. Et comment voulez-vous qu'ils ne soient pas bien et que les relations ne soient pas très cordiales, voire même reconnaissantes de la part du bâtonnier à l'égard des secrétaires de la conférence, qui ont vraiment assumé, qui assument toujours des charges considérables. Comment voulez-vous que ces rapports ne soient pas forcément excellents? Les secrétaires forment une famille de 12 avocats par principe. Le premier et le deuxième secrétaire vont avoir des rôles importants lors de la rentrée de la conférence, qui est la grande fête du barreau de Paris. Le premier secrétaire devra prononcer un discours. Généralement, il traitera d'un ancien chef de l'ordre ou d'un très grand avocat. Et le deuxième secrétaire aura pour mission de faire un discours parfois un peu plus ironique, plus léger, sur un grand procès ou sur un sujet un peu différent justement du premier. Eh bien, le 12e, quand il est dans sa promotion, est tout naturellement voué à être une sorte de ciment de la promotion. C'est de lui dont va dépendre aussi bien les bonnes ou la transmission des bonnes que des mauvaises nouvelles. Je pense que son rôle est capital pour qu'une promotion garde une cohésion, une affection qui ne doit jamais disparaître. Ce n'est pas pour autant que les autres n'ont pas un rôle. Et je sais que, plus encore maintenant que jadis, certains postes s'occupent plus spécialement, tout au moins les titulaires, s'occupent plus spécialement de l'élaboration du concours, des questions matérielles, aussi bien que du choix des sujets, des berriers, des conférences du soir, que sais-je. Chacun a un rôle. Tous les mois, 2 types de conférences se tiennent au palais de justice pour préparer les candidats au concours de la conférence. Tout d'abord, les conférences Berrier. Le sujet est communiqué 15 jours à l'avance et prépare donc les stagiaires au premier et troisième tour. Les conférences Berrier sont présidées par un invité et les orateurs sont critiqués sur leur discours par les secrétaires, avant que ceux-ci ne soient eux-mêmes critiqués par d'anciens secrétaires. Les conférences tranchées préparent à l'improvisation du second tour. Les candidats ayant leur sujet à 14 h prennent la parole le soir. Une fois par an, un concours d'éloquence, le prix des secrétaires, est organisé entre les jeunes avocats du barreau de Bruxelles et ceux du barreau de Paris. L'Afrique est au cœur de l'actualité française. L'histoire africaine se fait même sur le territoire français. À Paris, bien sûr, où la semaine dernière s'y est tenu un mini-sommet rassemblant en costume 3 pièces et boubou. Mais à Nice aussi, où l'avion de M. Mobutu a failli être saisi, alors que celui-ci s'apprêtait à s'envoler pour Paris pour y rejoindre ses frères. TF1 20h. Information générale. Au loto géographique, la question était loin de chez nous, est-ce en Afrique?
À cette question géographique, une réponse militaire, M. Kassoum Tapo de Kolwezi a gagné. Affaires internationales, l'avion de M. Mobutu a failli être saisi. A-t-il pensé à l'opinion négative en Afrique? Le président Tapo du Mali s'est déclaré contrarié. Politique intérieure, le président joue aux 7 familles africaines. L'Élysée demande si quelqu'un a le grand-père dans la famille Tapo. La politique ne se demande pas si elle peut faire abstraction de la foi. Elle en fait abstraction. Et elle avance. Elle ne veut pas penser la politique. Ça l'empêcherait d'agir. Elle ne veut pas croire la politique. Ça l'empêcherait d'intriguer, de combiner. Elle ne veut pas rêver. Ça l'empêcherait de travailler. Mais elle ne peut pas accepter de faire abstraction des ventres creux, sous prétexte que la foi s'adresserait au cœur. La conférence est une certitude de sérieux, de talent. Et puis, l'art du discours a pour conséquence d'entraîner une discipline de l'esprit. Regardez d'ailleurs, si l'on prend l'annuaire des anciens de la conférence, vous y verrez les plus grands noms de ceux qui ont animé la vie politique depuis 150 ans. C'est donc que la conférence, non seulement est une démonstration, mais elle est aussi une école de l'art de parler, de l'art de penser. Le fait, au début d'une carrière, de vouloir être meilleur que les autres me semble indispensable. Un avocat doit et devra viser le secrétaire de la conférence parce que c'est là la démonstration par la désignation de ses pairs qui fait partie des 12 meilleurs jeunes avocats de l'année. La réussite à la conférence des avocats était une insertion dans le milieu du barreau. C'était une occasion de se faire mieux connaître des confrères, cela va de soi, des magistrats. C'était aussi le fait pour moi de connaître enfin une vie d'avocat active. J'ai eu la chance d'ailleurs, peu après, je ne l'oublierai jamais de ma vie, d'être accueilli dans le cabinet d'un très grand avocat. Il ne suffisait pas d'avoir passé ce certificat d'aptitude de la profession d'avocat pour croire que c'était résolu et que ce qu'on avait appris en faculté était la réponse. Il fallait savoir aussi une chose, savoir plaider, le saurait-on. Et c'était la façon à la fois d'apprendre, de s'imposer et de se convaincre soi-même avant d'essayer de convaincre les autres que l'on pouvait avoir du talent. La conférence, c'est d'abord le débat contradictoire, c'est donc la marque essentielle de notre métier. Et puis, c'est aussi l'endroit où, comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir, on fait de la rhétorique sans l'avoir apprise, où on trie les arguments, où on les utilise, où on convainc. Bref, c'est la première occasion d'être véritablement avocat, sans dommage aucun, puisqu'on n'a pas de clients. La conférence du stage, surtout pour un orphelin venu de Perpignan, sans aucune relation dans Paris et au palais de justice, c'est au sens vrai le commencement d'une carrière que de sortir de l'anonymat, d'entrer dans un cabinet important si l'on a le titre d'ancien secrétaire de la conférence, d'avoir des commissions d'office intéressantes, de se faire remarquer, bref, d'avoir le titre, les références, des chances. Satan! Les femmes! Les chevaux! Où est la cravache? Je me suis d'ailleurs à la fois bien amusé et j'en ai retiré beaucoup d'avantages puisque c'est grâce à la conférence du stage que j'ai pu d'abord connaître le milieu qui m'était inconnu et aussi, grâce à des commissions d'office, m'occuper d'un certain nombre de dossiers qui m'ont emmené dans les aventures professionnelles qu'a priori je n'aurais certainement jamais connues sans la réussite de ce concours. C'est une école qui doit dégager l'élite, mais qui surtout apprend aux jeunes avocats ce qu'est cette opposition, cette contradiction qui est fondamentale dans notre profession, en même temps que cette confraternité. C'est ce qui nous apprend la tolérance, le travail en équipe. C'est ce qui nous apprend
à être ces avocats convaincus mais respectueux de la conviction de l'autre. Alors, la conférence, c'est l'école du pluralisme, c'est l'école de la déontologie. À Alger, les prétoriens organisent l'opération Résurrection qui prévoit l'investissement de la capitale par les paras et la Légion. À Philippeville, on clame « Bijard à Paris, Bijard au pouvoir !» Le pauvre vieux, oui. Du calme. Et quand j'étais dans le coma, ils ont dit « S'il s'en sort intellectuellement, il sera foutu ». Quelques jours après, les médecins viennent. Alors là, j'avais un peu conscience. Je dis, vous n'avez pas dit pendant que j'étais dans le coma qu'intellectuellement, je serais foutu. Je dis, je me suis pas affolé parce que tout est dans les mollets, il n'y a jamais rien eu en haut. Alors on m'a dit que ce soir, c'était quand même une petite soirée de détente. Excusez-moi d'être aussi bavard, mais je voulais répondre d'une avec qui est si brillant, faut bien le dire. Je dirai pas son nom parce que je serais capable de le louper encore une fois. Mais il est fort sympathique et je le remercie de son invitation. Maintenant, à vous de jouer. Je dirais que pour moi, la conférence, c'est d'abord un club où se retrouvent ceux qui croient d'abord dans la liberté de l'esprit. Et la liberté de l'esprit, ceci implique, premièrement, la culture et deuxièmement, la tolérance. Je me souviens d'une émission récente à la télévision où je me suis affronté à des confrères. Et j'ai constaté avec plaisir qu'au cours de cette confrontation, ceux qui étaient capables d'opposer à mes idées les leurs avec énergie, mais avec élégance, étaient d'anciens secrétaires de la conférence. Suis-je Amour ou Phébus? Corydon? Bilitis? Quel est cet univers où victimes et bourreaux s'embrassent à pleine bouche du baiser de la paix? Un baiser où l'un mord et l'autre saigne, où l'un est un homme parce que l'autre est une femme. Je t'aimais, tu m'as laissé croire, et puis tu m'as quitté. Pourquoi m'avoir laissé croire? Tuer ne suffit pas. Il faut faire très mal, faire mourir de douleur. Il faut tuer 2 fois. Tout à coup, je me suis découvert par la conférence, je me suis découvert en dehors de mes confrères même. Ça a été pour moi une révélation extraordinaire. Sans la conférence, je ne sais pas si je serais devenu avocat comme je le suis devenu. Ça a été pour moi quelque chose de passionnant et j'ai découvert des tas de choses et j'ai découvert la profession, non pas la profession en tant que technique, mais j'ai découvert la profession dans l'amour que j'ai eu pour elle. Moi, j'aime les choses concrètes. Les téléphériques, les aéronefs, les montgolfières. Dedans, on peut réfléchir. Le même sujet devient beaucoup plus simple. L'avion est-il la promesse de ceux qui n'ont pas de futur? La montgolfière est-elle l'avenir de ceux qui ont un passé? Le téléphérique est-il le futur de ceux qui n'ont pas de montgolfière? Pour moi, la conférence à cette époque représente ce qu'elle représente aujourd'hui, c'est-à-dire la sédition, mais la sédition avec des bas de soie. J'aime la sédition et j'aime la soie. Et je déteste la vulgarité. Je l'ai présenté par orgueil, certainement par orgueil d'abord. Je pensais que si je réussissais à la conférence, ce serait pour moi un test, ce serait pour moi l'exemple d'un mérite. Je l'ai fait par orgueil, par satisfaction et un peu par vanité. En vérité, la conférence, c'est la démonstration même de la solitude de l'avocat à la barre. C'est la solitude de l'avocat dans son cabinet. Et devant un tribunal composé de 12 de ses pairs qui vont avoir à le juger, l'épreuve est terrible. La conférence apprend à se maîtriser, à se dominer, à s'efforcer d'aller plus loin soi-même. Ce qui me frappe peut-être le plus dans les stagiaires qui ne présentent même pas le concours ou qui ne le présentaient pas, c'est qu'ils ne faisaient pas l'effort d'aller plus loin vers une meilleure qualité, si j'ose dire. Toi qui as conscience de la fragilité de ton verbe dans le tourbillon dérisoire des prétoires et qui, usé, fatigué, en est arrivé à crier « Pitié, je ne veux plus plaider !» Oublie tout cela et parle encore pour moi, parle et donne de la voix, hurle,
Non pour convaincre mes juges ou dompter les foules qui s'agglutinent et se pâment, mais hurle pour que tes paroles défiant l'espace franchissent le gouffre noir des galaxies. Hurle pour que là-haut, le Tout-Puissant t'entende et que si près de lui tout me soit pardonné. Et laisse les autres chuchoter. La conférence, on en disait déjà, elle n'est plus ce que l'a été. Si vous saviez ce qu'ont été ces grands anciens, on évoquait Stéphane Eke, notamment, on évoquait le bâtonnier Charpentier, on évoquait tous les grands avocats qui étaient encore des ténors d'assises de l'époque, Moreau-Giaferi en tête. Mais enfin, pour ceux qui la préparaient, elle était quelque chose d'à la fois difficile et brillant. Et peut-être que le drame présent, c'est que les jeunes ne perçoivent pas l'utilité de la conférence. Ils considèrent que c'est un exercice de gymnastique qui ne leur est d'aucune utilité dans la vie pressée que l'on mène dans un besoin d'efficience immédiate. C'est un tort. Je dois dire que quand j'ai été bâtonnier, j'ai rendu le concours de la conférence obligatoire pour les stagiaires. Ça n'a pas suscité de difficultés. C'est donc une institution qui est vide, qui se singularise par son inutilité et son absurdité, et c'est ce qui la rend supportable. Rôdant dans les couloirs, tout près d'ici, je voyais l'étrange liste des candidats à la conférence, des candidats au concours. Mon nom a été attiré par le premier d'entre eux, qui était Olivier Serre. Et je suis allé écouter le discours qu'il a fait sur Stéphane Eke. Et ce discours a été la première émotion que j'ai éprouvée au palais de justice. Et l'entendant, j'ai dû me dire quelque chose d'équivalent à l'année prochaine, je serai à sa place pour faire un discours. Et puis, finalement, j'ai subi cette épreuve, qui a été une épreuve non pas d'éloquence, mais une épreuve psychologique et morale, et j'en suis quand même sorti avec un certain nombre de satisfactions. Ce qui me choquait le plus, c'était d'avoir à subir les critiques silencieuses, mais les notations de gens qui avaient mon âge et qui formaient néanmoins un jury de jugement. Je trouvais que c'était une chose insupportable, intolérable. Et puis, je me suis rendu compte que ce jury de jugement était plus impressionnant que les vraies juridictions. C'est étonnant, mais c'était ainsi. Il est vrai qu'on a dit de la conférence qu'il faut d'abord pouvoir en sortir pour pouvoir en apprécier tout l'intérêt, et que lorsque l'on est secrétaire de la conférence, on a un peu l'impression qu'on se prend pour le centre du monde, sinon du palais. Je trouvais que les garçons et les filles qui siégeaient là étaient assez déplaisants, assez sûrs d'eux, assez insolents. Autant de défauts que j'ai eu à mon tour quand j'ai pris leur place et que je me suis employé à expérimenter d'une façon accrue. Et ça a été ça, c'est-à-dire une institution qu'il fallait combattre et maîtriser. C'est ce qui rend admissible les petites scénettes de la conférence Berryer où chacun s'efforce de brutaliser ou de ridiculiser le candidat. Loin de chez nous est son Afrique. Je ne connais pas la réponse. Loin du discours, par contre, je sais ce que c'est. C'est Madame Olivier. Mademoiselle, Madame, excusez-moi. Olivier, Ameline à cheval à la vapeur, et j'en passe des vertes et des meilleures. Il paraît qu'il n'y a que les Africains qui pompent, c'est faux, parce que vous m'avez pompé aussi, et encore, je suis extrêmement poli. Je vais faire une critique constructive, ce n'est pas, vous savez, mon habitude. Il y a un sujet, est-ce loin l'Afrique? Oui. Oui. Mais, nous sommes en Europe. Et certains pays en Europe n'ont pas la même conception que nous. La preuve, les Belges. Il s'avère qu'un car rempli d'Africains arrive à la frontière belge.
Le douanier monte dans le car et dit « Mais ça a cramé, bon Dieu, là-dedans !» Vous voyez, en Europe, on n'a quand même pas encore une communauté de destin. Faire un discours, ça ne consiste pas à venir à ce pupitre, à lire le discours que l'on a préparé, bien ou mal, dans le style, peu importe, dans le propos que je tiens maintenant. Ça consiste à nous convaincre. Ça consiste à plaider ce que vous avez envie de dire. Ça consiste à employer les mots qu'il faut pour le faire, le ton qu'il faut pour le faire et la voix qu'il faut pour le faire. Cette voix, vous l'avez. Vous ne savez pas encore vous en servir, mais je pense que vous avez des possibilités et que ça viendra bientôt. En vous priant de ne plus jamais venir nous ennuyer à la conférence avec ce style, pardonnez-moi, complètement surranné avec des idées aussi creuses. Mais ce que ne comprend pas le candidat, c'est que le secrétaire subit lui aussi une épreuve, qui est peut-être plus cruelle pour lui encore que pour le candidat, parce que le candidat n'est même pas investi encore de cette responsabilité diaphane qui pèse si lourdement sur les épaules fragiles de ce malheureux secrétaire. Et je crois qu'à travers donc, ces expériences ambiguës, complexes, peu à peu, on acquiert une idée de ce qu'est la parole et le discours. La parole est le seuil de l'univers humain. Par conséquent, ce seuil, il faut apprendre à le franchir. Mettre de l'ordre dans les mots, c'est mettre de l'ordre entre les pensées, c'est peut-être aussi préparer à mettre de l'ordre entre les hommes. Par conséquent, je pense qu'il y a une éthique de la parole. Il faut donc apprendre à se servir de la parole et que la parole a de plus en plus d'importance. L'arme à l'œil et sur l'épaule, à l'armée, l'armée l'est, comme l'arme à lait de l'armée lait met à l'aise les mélodieux méloés milanais mal aimés de mal armés. L'armée de l'air déterrée se sent orpheline de mer. L'armée de mer, elle prend 3 airs et est ta mère et ta sœur, car l'État ne voulant plus guère 30 jours sur 30 que tant de paix signifie qu'elle exploit au colonel Lagégène, président du tribunal permanent des forces armées, que ses affaires pendantes n'ont plus l'agrément des partis majoritaires. Sonnez trompette. Parler, c'est un outil, mais c'est aussi un art, et c'est un des arts les plus étonnants qui soient, puisqu'il ne laisse aucune espèce de trace, et c'est aussi un de ceux qui produit le plus d'émotions, aussi bien pour celui qui l'exerce que pour celui qui en est l'objet, la cible ou la victime. Dans tous les domaines, dans le monde de la politique, c'est l'éloquence qui emporte les convictions, qui est la reine du monde. Dans le monde des affaires, quand il faut convaincre, quand il faut vendre quelque chose, c'est aussi parce qu'on est éloquent, parce qu'on arrive à séduire. C'est l'art de plaire. La communication va dominer le XXIe siècle. Et la communication, c'est la voix et c'est l'image, l'une supportant l'autre et l'autre appuyant la première. Les avocats dans le monde doivent être ceux qui témoignent pour la liberté de penser. Ce sont ceux qui empêchent de juger en rond, de penser en rond. Et c'est pour ça que dans notre profession, je pense que l'éloquence a un présent et un avenir immense. L'éloquence, donc, je crois, c'est l'accord, mais l'accord profond entre celui qui parle et celui qui écoute. C'est aussi l'harmonie entre la voix, entre le corps et entre l'esprit. C'est pour cela que l'éloquence, à mon avis, et quelles que soient les critiques que je peux entendre à droite ou à gauche contre l'éloquence et contre ce temple de l'éloquence qu'est la conférence, sont des critiques parfaitement frivoles. Je pense à des propos que tenait un de mes lointains prédécesseurs il y a près de 200 ans, puisque c'était en 1786, et qui s'inquiétait déjà de l'avenir de l'éloquence et des conditions dans lesquelles la conférence pourrait survivre à l'évolution du temps. Il est assez distrayant de constater que 200 ans plus tard, nous sommes en train de nous poser la même question, ce qui doit être rassurant sur l'avenir et de la conférence et de l'éloquence. Cela dit, en ce qui concerne l'éloquence judiciaire proprement dite, c'est vrai qu'elle change, c'est vrai qu'elle se modifie, qu'elle est de plus en plus efficace, de plus en plus concise, mais je crois que la puissance du verbe demeure et que la seule manière que l'on a encore de s'exprimer complètement en quelques minutes pour apporter à un individu qui est son client la plénitude de sa défense reste encore la parole. Et tant qu'à faire, autant que la parole soit de qualité et que par conséquent l'éloquence demeure. Et c'est ainsi que M. de Morogiaferri, qui est un de nos grands anciens,
a prononcé une magnifique plaidoirie un jour à Aix-en-Provence, en présence de beaucoup de justiciables potentiels. Et qu'en sortant, l'un a dit à l'autre, « C'est que du vent, Moreau. » Mais son interlocuteur a répondu, « Oui, c'est que du vent, mais ça souffle. »